découvrons encore ce que cache Artefact. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la suite des règles d'Artefact, ou plutôt les choses supplémentaires encore que vous pouvez ajouter à ce jeu. Au programme aujourd'hui, 4 choses particulières: les édifications avancées avec les appareils de transport et les pièges, l'emporium avancé où récupérer des schémas n'est pas si simple, mais beaucoup plus intéressant, le fusionneur pour mélanger des géodes ensemble afin de faire des attaques spéciales, et l'installation balistique qui permet de faire des tirs dans le sens que vous voulez. Je vous explique ça du coup tout à l'heure. C'est parti pour le premier chapitre. On commence avec l'édification avancée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de ces 2 tuiles supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre calendarium. Donc, une phase supplémentaire d'édification. Elles sont de 2 types. Une phase d'édification d'appareils de transport, où vous allez faire apparaître des appareils de transport sur le plateau, et une phase d'édification de pièges. Et dans ce cas, c'est l'apparition de pièges dans l'arène. Lorsqu'arrive une de ces phases, donc une phase d'édification de pièges ou d'appareils de transport, ils vont être placés exactement de la même manière. Donc, je vais expliquer pour les deux. L'ordre du plateau hiérarchique va définir quelle est la personne qui va faire apparaître les appareils dans l'arène, que ce soit les appareils de transport ou les pièges. Il va choisir de faire apparaître de 2 à 4 appareils de transport ou pièges. Ensuite, il va balancer un dé, ce qui définira l'appareil de transport ou le piège qui apparaîtra. Ensuite, exactement comme les murs ou autres, on va balancer 2 fois 2 dés et on aura des coordonnées pour les appareils de transport ou les pièges. Les appareils de transport ont toutes leurs spécificités. Il y en a qui permettent d'aller plus vite si vous passez à côté. Il y en a un qui vous repousse. Il y en a qui vous retéléportent sur le plateau en faisant le repositionnement avec les dés comme je vous ai expliqué. Bref, ça je vous laisse voir dans le livret de règles. Tout est expliqué. Pour les pièges, c'est pareil. Il y en a qui ont différents effets, mais ils vont s'activer à certains moments de la partie. Lors du début du round, on va balancer pour chaque piège présent 3 dés, dont 2 définiront la direction vers laquelle se déplace le piège et un dé qui définira le nombre de cases. Pour ce qui est de la direction, au début de la partie, nous allons placer ces différentes tuiles autour de l'arène sur chacun des côtés. Et vous remarquez qu'une tuile a 2 points, une tuile a 1 point puis rien, une tuile a rien puis 1 point et une tuile a rien et rien. Ce qui signifie que les 2 dés que vous allez balancer, imaginons que je fais 1 puis 3, eh bien j'ai 2 dés qui ont un point au centre puisque c'est un chiffre impair. Car oui, regardez sur un dé, les chiffres pairs n'ont pas de points centraux, les chiffres impairs par contre en ont. Et donc 1-3, la direction vers laquelle va s'orienter le piège est celle-ci car il y a 2 chiffres impairs. Et le 3e dé, imaginons, bah voilà, je balance le dé et ça fait 3. Donc le piège se déplace de 3 cases dans cette direction. Après avoir déplacé ce piège, on pioche une carte parmi ce gros deck. Et on assigne cette carte au piège qu'on vient de déplacer. Vous remarquez sur cette carte qu'il y a des zones en rouge. C'est la zone où le piège va faire effet. Les pièges font effet quel que soit le moment où un artefact est dedans. Donc ça peut vite piquer. Et ce, même si vous avez une aiguille de translation augmentée, celle qui vous permet de traverser les obstacles, et bien si vous rentrez une demi-seconde dans une zone d'effet de piège, vous le prenez. Les différents pièges sont expliqués dans l'annexe de la règle du jeu. Je vous laisse aller voir ça, il y en a des très rigolos. Et donc on va refaire ce processus pour absolument tous les pièges. Balancer 2 dés pour la direction, balancer 1 dé pour le nombre de cases, et piocher une carte pour la zone d'effet du piège. Voilà pour les édifications avancées, donc pour les appareils de transport et les pièges. Maintenant passons à l'emporium avancé, un des trucs que je préfère. Lors des vidéos précédentes, nous mettions l'emporium simple en mise en place. L'idée de cet emporium simple, c'était à chaque tour de gestion, on récupère un schéma et c'est tout, avec sa ressource correspondante, mais voilà. Ici, on va utiliser l'emporium avancé, qui a la particularité de ne pas avoir forcément ce qu'on veut. Pour mettre en place l'emporium avancé, vous placez ce plateau. Dans cet emporium, on va placer plein d'éléments. Les 5 schémas de géode élémentaire, 2 schémas de blindage, 2 schémas de canon, 2 schémas de coefficient de célérité et 2 schémas d'aiguille de translation. Et à tour de rôle, en commençant par le plus jeune, on va placer une de ces tuiles dans l'emporium avancé, dans les fameux petits ronds. Après avoir placé toutes ces tuiles, le plus jeune va prendre une des flèches, la placer à l'endroit qu'il souhaite, balancer un dé et déplacer dans le sens horaire cette flèche du nombre qu'indique le dé. Placez ensuite la deuxième flèche en face opposée à la première flèche. La mise en place de cet emporium est faite. Maintenant, comment ça va se passer pour récupérer les schémas? Au début d'une phase de gestion, chaque joueur dans l'ordre hiérarchique va récupérer un schéma dans l'emporium en effectuant
1 à 2 gestes. Ces 2 gestes sont déplacer une flèche d'un point à un autre, celles qui sont adjacentes, tout en gardant son orientation, ou incliner une flèche d'une ligne à l'autre, mais celles qui sont adjacentes. Après avoir fait ces déplacements, il va pouvoir récupérer le schéma que croisent les 2 pointes de flèche. Il récupère donc ce schéma et récupère la ressource correspondante. Ensuite, on passe au jour suivant, il fait la même chose, 1 à 2 gestes, il passe au jour suivant, etc. jusqu'à ce que tout le monde en ait récupéré un. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a pas assez de schémas dans l'Emporium, ou bien que c'est impossible de récupérer un schéma en 1 ou 2 gestes, ou même qu'on n'ait pas envie des schémas qui sont présents? Eh bien à la place, on peut récupérer une ressource dans la réserve générale, pas son schéma, et re-remplir l'Emporium comme au départ. Par contre, re-remplir l'Emporium, on ne peut le faire qu'une seule fois par phase, donc seulement un joueur pourra le faire dans une phase de gestion. Voilà pour l'Emporium avancé, je trouve que c'est une manière très intelligente de récupérer les schémas en ayant des contraintes. C'est tout bête, mais ce principe-là m'a beaucoup plu en fait dans le jeu, à tel point que quand on me dit bon vas-y on met le classique, non moi je suis là, non, moi je veux celui-ci. C'est tout bête mais je trouve ça marche très bien. Passons maintenant aux nouvelles actions disponibles, le premier étant le fusionneur. Nouvelle action disponible en phase de gestion, le fusionneur. On va donc l'ajouter à nos possibilités d'action. L'action fusionneur se passera sur cette grosse partie du plateau gestion avec plein de cases partout. Il faudra aussi y placer ces fameuses tuiles d'indication de direction, de manière aléatoire pour chaque joueur. Lorsque je fais l'action du fusionneur, comme d'habitude je dépense ma gemme, je vais tout d'abord, comme indiqué sur le plateau, regarder l'indication de direction. En l'occurrence ici, on va reprendre le même exemple, alpha étant 1, bêta étant 3. J'ai donc impair, impair, les éléments qui vont se déplacer dans ce plateau iront vers impair, impair. Ensuite, le fusionneur fonctionne avec alpha plus bêta, ici 1 plus 3, ce qui nous donne 4. Ce seront le nombre de cases dont les choses qu'on va placer à l'intérieur feront. Pourquoi je parle de choses qu'on va placer à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, on va y placer des géodes élémentaires. Vous voyez sur ce gros plateau 4 bouches, 4 endroits différents finalement. Et bien sur ces endroits, on va pouvoir y faire apparaître des géodes. Alors là, pour l'exemple, je vous les mets face visible, mais c'est pour que vous compreniez bien. On peut en faire entrer tant qu'il y a de bouches disponibles. Ici par exemple j'en fais rentrer 4. Ensuite je vais déplacer mes géodes du nombre alpha plus bêta, c'est-à-dire ici 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, A. Je remarque ici que j'ai le mur qui est juste à côté. Et bien en fait tout simplement ça va rebondir pour atteindre le chiffre de 4. Ici par exemple la géode de terre faisait 1, 2, 3, 4. Elle revient en arrière. Pareil pour celui-ci et pareil pour celui-là. À partir de ce moment-là, le joueur peut récupérer 1 à 2 géodes présentes. Là où vous dites, mais l'intérêt, il est un peu nul quoi. Parce que justement, ce n'est pas à la première activation que ça va être intéressant. Lorsque vous avez terminé votre action de fusionneur, vous retournez la tuile de direction que vous avez utilisée. Ça signifie que cette tuile ne pourra plus être utilisée pour le moment. Et lorsque 3 tuiles de direction seront retournées, vous pourrez les remettre sur leur face visible. Lors d'une prochaine activation du fusionneur, on va tout d'abord déplacer les géodes qui sont déjà présentes dans l'orientation de alpha et bêta, comme d'habitude. Imaginons cette fois-ci qu'on est sur alpha 2, bêta 3. Cette fois-ci, on a pair, impair. Ils vont donc se déplacer dans ce sens-là. Cette fois-ci, on est de 5 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là qu'on va pouvoir faire apparaître d'autres géodes à travers les bouches. Imaginons que je place cette géode de foudre ici. Ces nouvelles géodes entrantes vont aussi se déplacer dans ce sens-là. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu que j'ai mis cette géode de foudre sur la géode d'air. Elles ont fusionné. Je peux à présent récupérer cette géode de fusion et la mettre derrière mon paravent. J'aurais pu au moment de rajouter des géodes, mettre plus de géodes parce qu'il y avait d'autres bouches disponibles, mais là pour l'exemple je vous en ai mis qu'une seule. Cette géode complexe avec 2 géodes de fusion comme ça, va pouvoir ensuite être placée sur notre architectonique au bout des canons et servira à faire des attaques spéciales. Je dis bien au bout des canons parce que au cœur, elles n'ont pas d'utilité. Et donc lorsque vous allez tirer avec une géode complexe, l'attaque spéciale va se déclencher à certains instants, mais je vous laisse aller voir ça dans les annexes, car il y a beaucoup de mélanges possibles. Il y en a qui enrayent des armes, il y en a qui empêchent l'artefact adverse de bouger, tout ce genre de choses qui peuvent être assez pénibles pour l'adversaire. Info supplémentaire par rapport au fusionneur, si jamais vous mélangez une géode simple avec une géode complexe,
eh bien vous allez pouvoir remodeler la géode complexe avec la géode simple, toujours en ayant une géode complexe, une géode simple, et donc vous pouvez replacer un peu comme vous souhaitez. Pareil, si vous mélangez deux géodes complexes ensemble, eh bien vous pouvez inverser des géodes ensemble. Par contre, si vous mélangez des géodes qui ont plusieurs nucléides sur elles, eh bien la géode complexe sera limitée à 6 nucléides. Il ne faut pas déconner, le maximum c'est 6 nucléides et c'est comme ça. Dernière info, le fusionneur comme les autres actions peut être surexploité en dépensant une gemme supplémentaire. En surexploitant, vous pouvez déplacer deux géodes d'une case, mais pas la même géode. Le fusionneur, c'est vraiment un gloubi-boulga de plein de possibilités qui permettent vraiment à votre artefact de faire des attaques assez folles, et ça peut parfois retourner une partie, donc il faut pas du tout lésiner là-dessus. L'installation balistique est le dernier module supplémentaire que vous pouvez ajouter à vos parties concernant un aspect technique de votre machine. Lorsque vous mettez l'installation balistique dans votre partie, vous rajoutez la tuile d'action balistique, un stylo Velleda, et en fait, eh bien, ça sera cette partie du plateau que vous utiliserez. Là, j'ai pris une fiche plastique Velleda parce que c'est un prototype, mais l'idée, c'est que cette face soit en Velleda. Qu'est-ce que c'est donc que cette installation balistique ? C'est une action où lorsque vous vous déplacez dessus, vous dépensez comme d'habitude votre gemme de courant alchimique, vous allez regarder la valeur de alpha fois bêta, et vous allez pouvoir, avec cette valeur, dessiner la trajectoire de tir de votre canon. Comment ça va se passer ? Eh bien, si je fais un trait vers le haut, je paye 1 point. Là, actuellement, on en a 6, donc je peux encore continuer pour 5. Je monte une case, je paye 2. Je monte une autre case, je paye 3. J'ai dépensé mes 6 points. Donc vous voyez l'idée, en fait, vous allez pouvoir dessiner absolument comme vous souhaitez. Imaginons cette fois-ci, je le fais sur mon canon diagonal. Eh bien, une diagonale, ça fait 1 plus 1, 2, et puis ensuite 2 plus 2, 4, ce qui nous fait 6 aussi. Maintenant, ça, c'est un tir qui, malheureusement, ne touchera pas sa cible. Car pour toucher sa cible avec une installation balistique, il vous faut un point d'impact. Vous allez dessiner donc avec un point d'impact sur ce canon, et vous pouvez même en faire plusieurs. Par exemple, je peux en faire un ici. Par contre, si je place un point par exemple ici, mon point d'impact est 3 cases plus loin. Ce qui signifie que sur la première et la deuxième case, eh bien en fait, je ne touche pas. Ce qui permet également de traverser les obstacles. Donc un trait tout seul, ça traverse les obstacles. Et vous pouvez aller dans une fantaisie complètement folle, hein. Vous pouvez aller par là, par exemple, hop, hop. Tant que vous avez les points à dépenser, il n'y a pas de problème. Des points par-ci, des points par-là, et là vous avez une attaque qui quand même peut avoir pas mal de gueule, mine de rien. Et en soi, vous vous dites qu'il n'y a aucune limite. Eh bien si, il y en a quelques-unes. Rajouter un point d'impact, c'est 2 points de balistique. Donc sur les 6 qu'on a fait avec les dés, ben finalement on n'aura pas grand-chose. Rajoutez à ça que si vous voulez continuer le tracé d'un canon, comme je l'ai fait pour vous présenter, eh bien vous devez dépenser 5 points balistiques. Puis ensuite dépenser vos points normalement. Donc ça va être de plus en plus cher finalement d'agrandir ce gros schéma balistique. Mais si un point d'impact dans ce dessin balistique sortant d'un canon touche un obstacle, donc un artefact, un mur, etc., eh bien le chemin balistique va se stopper. C'est-à-dire que les points d'impact suivants sur ce chemin ne seront pas utilisés. Lorsque vous faites une action balistique, vous notez quelque part le nombre de points que vous avez utilisés pour faire ce chemin. Car au moment de la phase d'affrontement, on va vérifier si vos chemins balistiques correspondent au nombre de points que vous avez dépensés. Pour éviter les triches, parce que c'est très facile de se louper, je pense. Si on s'est trompé, qu'on a oublié des points, eh ben on va pouvoir les rajouter. À l'inverse, si on en a trop mis, on va devoir effacer. D'ailleurs, à tout moment dans la partie, on peut effacer des points balistiques gratuitement, mais ça nous redonne pas des points. Surexploiter une installation balistique, donc en dépensant une gemme supplémentaire, permet de rajouter dans ces points balistiques disponibles la moitié de la valeur alpha fois bêta, arrondie à l'inférieur. Donc ça permet un peu plus de dessiner. Donc là, vos canons vont pouvoir avoir cette direction d'attaque, et donc il faut bien à chaque fois faire partir la ligne balistique d'un canon en particulier, et ces canons, vous aurez la possibilité au moment de tirer, de choisir soit d'utiliser le chemin balistique, soit de tirer de manière classique avec la portée d'un dé, etc. L'installation balistique, c'est une folie. En termes de capacité et de possibilités dans le jeu, ça offre un truc absolument dingue. Je vous laisse tester ça, c'est assez fou. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait comprendre tous les trucs un peu subtils qu'il peut y avoir dans Artefact. La prochaine fois, nous allons voir pour la première fois les personnages qu'on peut mettre dans le jeu Artefact. Si vous êtes intéressé par Artefact, le Kickstarter arrive bientôt et vous pouvez être prévenu du lancement en cliquant en haut à droite. On se retrouve la prochaine fois et puis d'ici là, moi je vous dis salut!